Je voyais des gens qui vivaient tranquillement, en couple. Je voyais des couples de 70 ans qui se tenaient la main, qui étaient tranquilles, et cetera. Et puis je voyais, bon, l'exemple de Tati Daniel, disons, quelqu'un qui devient aigri, qui en veut à la terre entière et tout ça. Et moi, je sentais que j'étais, avec mes bouffées de colère et les problèmes de couple, j'avais peur de devenir ça. Je ne voulais pas de ça. Donc j'ai décidé que d'abord, je n'accepterais plus certaines choses, dans mon couple comme pour le reste. La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Bonjour Claudine. Bonjour. Je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. Je suis hyper excitée de parler avec toi parce que tu as une histoire fantastique à raconter. Tu es une amie de mes parents. Aujourd'hui, tu es yoga thérapeute et je vais te demander de te présenter et de dire ton âge également. Alors, je m'appelle Claudine Cauveau, on m'appelle Clo, surtout pendant les cours aussi. Enfin, voilà. J'ai 74 ans. Comment on va parler de la ménopause? Je dis tout de suite à quel âge j'ai eu ma ménopause. Je l'ai eu autour de 50. Je ne sais pas exactement parce que je prenais la pilule. Je crois que c'était la pilule à l'époque. J'ai pris plusieurs fois la pilule. J'ai eu un stérilet aussi. Mais bon, il y a eu une période où j'ai eu une salpingite avec le stérilet. Donc, j'ai repris la pilule. Enfin bon, ça a été un peu compliqué. Alors moi, j'ai été élevée un petit peu à la garçonne. Mes parents attendaient un garçon. Et je pense que quelque part, pour ma mère, j'ai été élevée plus comme un garçon que mes autres sœurs. Je ne sais pas. Ils pensaient que tu serais un garçon ? Oui, parce qu'en fait, ils avaient eu un fils et 2 filles. Et voilà, donc je devais m'appeler Claude. Et donc, ils n'avaient même pas imaginé que ça pouvait être une fille. Et donc, ils ont dit, bah, Claudine. Voilà. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que je reconnais pas ce prénom de Claudine et que quelque part, c'est Clo. C'est quelque chose entre les deux. Donc, j'étais un peu un garçon manqué quand j'étais petite. En même temps, j'étais élevée un peu comme un garçon, mais en même temps, bon, avec quand même tous les tabous des filles de l'époque, surtout du côté méditerranéen, puisque je suis née en Égypte. Voilà. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans au Caire. Ok, donc vous arrivez en France, toi tu as 8 ans, et j'aimerais bien qu'on saute assez vite à ton engagement politique, on va dire, dans les années 70. Tu peux raconter ça ? Alors, dans les années 70, bon, déjà, j'étais assez écolo parce qu'on avait acheté une maison dans les Corbières, enfin, qui était une ruine, qu'on a refait nous-mêmes, qu'on a complètement reconstruit. On faisait très attention de ne pas souiller l'eau parce qu'il y avait une rivière à 30 mètres de la maison. C'est une bergerie, en fait, qu'on a retapée. Et donc, voilà, on était déjà assez écolo. J'étais un petit peu dans ce mouvement. Et puis, quand j'ai été enceinte de ma première fille, Sonia, je voulais la mettre dans une crèche un peu parallèle, pas classique, disons. Et donc, on m'a donné le nom de quelqu'un et j'habitais le 20e, donc c'était rue du Pré-Saint-Gervais dans le 20e, vers la place des Fêtes. Et c'était un immeuble qui était occupé. Et ils avaient commencé à faire une crèche déjà depuis quelques mois et moi je suis arrivée à ce moment-là. Quand tu dis occupé, ça veut dire squatter. Squatter. C'était un immeuble qui était voué à la destruction. Donc, plutôt que ça ne fasse rien, donc on avait ouvert les portes, enfin ils avaient ouvert les portes et ils avaient occupé tous les étages, c'est un immeuble qui tenait très bien. Et donc il y avait dans cet immeuble, il y avait énormément de choses. Il y avait une boutique de droit qui a donné naissance à toutes les boutiques de droit après à Paris en tout cas, il y en a dans toutes les mairies. Ben, il y avait la crèche donc. Il y avait SOS Femmes Battues, il y avait, on a créé après une boutique santé, il y avait des animations pour les ados du quartier, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui traînaient, il y avait un terrain vague à côté, donc voilà, il y avait beaucoup de choses. Et on a créé une cantine, enfin on appelait ça la cantine, où il y avait 30-40 personnes par jour. Et donc, on avait des légumes bio, enfin, c'était les premiers légumes bio qu'on achetait en gros et puis qu'on cuisinait avec. Et puis, on se partageait aussi, on achetait des trucs en gros, puis on se les partageait, etc. Je faisais la crèche, entre guillemets. En fait, chacun donnait du temps, puisque c'était une crèche, on appelait ça parallèle. Il y avait eu les crèches sauvages, après il y a les crèches parallèles. Et grâce à nous, il y a eu les crèches parentales, puisqu'on a...
C'est ça qui a donné naissance aux crèches C'est parentales ce qui a d'aujourd'hui, donné dans les crèches lesquelles tout le parentales, monde ouais. donne un On peu a de son temps. été interviewés par le ministère pour donner des idées, etc. Et ils nous ont donné d'ailleurs une subvention pour faire fonctionner tout ça. Et c'est ce qui a donné lieu après aux crèches parentales. Donc c'est là que j'ai un peu milité au MLAC. Le MLAC, c'est le mouvement pour la liberté La de la... libération de l'avortement et de la contraception. Bon, l'idée, c'était, comme disait d'ailleurs Simone Veil, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens, de femmes qui mouraient parce qu'elles voulaient se faire avorter. Et il y avait quand même, faut penser aussi qu'il y avait des femmes qui étaient violées, par exemple, et qui pouvaient absolument pas avorter. Donc ça, c'était un peu révoltant. Donc moi, voilà, j'ai fait partie de ce mouvement, j'ai fait quelques avortements. Aujourd'hui, je me positionnerais un peu différemment. Je ne sais pas si je le ferais. Peut-être que oui, parce que de toute façon, j'ai toujours voulu me battre un peu contre la justice. Donc tu dis que tu as pratiqué des avortements toi-même. Est-ce que c'était dans ce bâtiment-là que ça se passait? Non. Non, c'était chez les gens, c'était notamment chez moi. À l'époque, on habitait dans une petite maison dans le 20e, derrière le Père-Lachaise, et ça se passait entre autres chez moi, mais aussi chez des amis. S'il y avait un problème, on pouvait vite, on avait on préparait tout de sorte qu'on puisse aller vite dans un hôpital pour sauver la personne s'il y avait quoi que ce soit. Mais on était très bien formés, on avait été formés par des médecins et qui étaient tout à fait d'accord avec nous. Vous utilisiez quelle méthode? La méthode dite de Karman, c'est ça? Karman, oui, bien sûr. Donc ça consiste en quoi? En fait, c'est des canules souples. Donc, il y a toute une façon de détendre tout le bas du corps. Et puis, c'est une méthode d'aspiration. En fait, c'était une espèce de pompe à vélo inversée. Et ça attirait. C'était très simple, hein, en fait. Ça paraissait très, très simple. Ça prenait combien de temps? Alors, il y avait toute une préparation de la fille qui venait parce qu'il y avait quand même des cas, parfois, c'était un peu difficile. Donc, on avait tout un système où on prenait, il y avait toujours quelqu'un qui prenait la main de la fille, éventuellement lui caresser les cheveux ou la joue, enfin la mettre à l'aise d'abord. Il y avait toujours vraiment, il y avait un très très grand accueil et ça a été très important parce que je pense que ça a été une sororité aussi dans ce mouvement-là entre les femmes qui n'existaient pas parce qu'il y avait toujours, comme on sait, enfin il y avait toujours la rivalité, les femmes, la jalousie, les trucs et je crois que c'était des grands moments de sororité entre nous déjà, les filles qui faisions ça, mais aussi quand on accueillait, parfois il y avait des très très jeunes filles, parfois il y avait des filles, on ne savait pas trop ce qui s'était passé, parfois c'était dans le milieu familial, des viols ou des... De l'inceste alors? Comment? Tu dis dans le milieu familial, c'est de oui, ça l'inceste. pouvait être des incestes, enfin il y avait un peu de tout. Donc on posait pas trop de questions. Si la fille voulait parler, elle parlait, mais bon, nous on posait pas trop de questions. Donc vous étiez qu'entre femmes, il n'y avait pas de présence masculine dans ces moments d'avortement clandestin? Pour nous, non, mais je pense que, enfin, au départ, je pense qu'il y avait eu il y a eu des hommes qui étaient là et qui nous ont appris. Moi, si, quand même, hein. Parfois, ça a été avec des médecins. Moi, j'ai fait des avortements avec parfois un médecin qui était présent. Et les filles, elles étaient à combien de semaines de grossesse quand elles venaient chez vous? Je me souviens plus très très bien parce que j'ai toujours une mémoire des chiffres qui est pas évidente. Est-ce que vous avez eu des cas où elle était très enceinte et ça a posé problème, vous avez dit non, par exemple? Oui, bien sûr. Quand ça dépassait le terme, il fallait soit faire... alors parfois on provoquait le truc, elles allaient à l'hôpital après pour être curetées en fait, hein, s'il fallait vraiment, mais en général on évitait de faire des avortements. Enfin c'était jusqu'à je sais plus, je crois que je vais dire des bêtises. Alors je me rappelle plus très bien les. Aujourd'hui voilà. l'avortement il est à peu près jusqu'à 12 semaines pour les Ouais, 3 je crois premiers que mois. Après on le fait plus. Est-ce que vous étiez à peu près dans cet esprit-là? Un peu pas moins vraiment? peut-être. Je crois que c'était 10 semaines. Je ne sais pas si on allait jusqu'à 12. Mais en tout cas, on ne voulait pas aller trop loin parce que c'était toujours un risque. Enfin, après, en plus, les calculs, parfois les filles se trompaient ou à une semaine près, c'était pas toujours évident. Quand on a les règles irrégulières, on ne sait pas toujours. Enfin bon, voilà. Donc, on faisait très attention. On faisait vraiment attention et puis il y avait toujours de quoi apprendre s'il y avait un malaise vagal ou enfin voilà. Donc c'était vraiment très doux, puis après il y avait toujours un thé, discussion entre les filles, il y avait parfois plusieurs filles qui se faisaient avorter les unes après les autres, mais chacune son tour et puis après elles se retrouvaient, elles pouvaient discuter entre elles. Avant aussi, parfois il y avait des discussions entre les filles, enfin bon, c'était vraiment des moments voilà. Et ton mari te soutenait totalement là-dedans? Oui. Et toutes les femmes qui participaient, elles étaient effectivement soutenues par leur entourage? Ça, je peux pas dire que tout le monde était soutenu. Je pense qu'il y avait des femmes qui disaient pas forcément à leur conjoint. Il y avait parfois des tensions, bien sûr.
Mais en tout cas, nous, on était convaincus, de la nécessité de ça parce que, parfois, il y avait des gens qui avaient vécu des choses elles-mêmes, dramatiques, ou autour d'elles, donc forcément c'était important de pouvoir, faire ça, quoi. Donc nous, on était convaincus en tout cas de de cette chose-là. Alors après, c'est vrai que ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on leur disait: «Attention, c'est un avortement, c'est pas une contraception» et on les poussait toujours à aller prendre la pilule ou à avoir quelque chose. Il y avait des endroits où on pouvait leur expliquer tout ça, où il fallait, pour prendre, des la Ce soit qu'on la appelle pilule. aujourd'hui le planning familial? Voilà, c'était déjà le planning familial. Parce qu'en fait, il y avait des filles qui revenaient et on leur disait: «Non, ça va pas, quoi». Enfin, je veux dire, une fois, ça va, mais il faut pas que ce soit un mode de contraception, quoi. Donc bon, voilà, on les éduquait aussi parfois, enfin, on en parlait, tout ça. Et toi, tu as fait ça de quelle date à quelle date? Tu arrives à te Très souvenir peu, sur combien de très temps peu ça de s'est temps, je l'ai étalé? fait très peu de temps et en fait, quand la loi est passée, on a continué parce qu'au départ, la loi est passée, mais le problème, c'est que très souvent dans les hôpitaux, ils faisaient exprès de dépasser la date pour que les filles puissent plus avorter. Parfois, ils refusaient carrément, il y avait plein de médecins qui étaient contre, donc ils voulaient pas. Donc c'était très, très difficile en fait, au début, même si la loi était passée de Donc en pouvoir, 74, finalement, les choses ont continué un petit peu, elles ont ne sont pas continué, arrêtées net, elles ont comme continué. j'avais supposé en Ouais, vérité. ouais, en fait, on n'en parle pas du tout, on en parle très peu, mais ça a continué pendant un bon moment et aussi parce que, au début, c'était payant. Les gens qui étaient les plus démunis, financièrement et tout, pouvaient pas avorter parce que ça coûtait quand même assez cher et parfois, voilà, avoir un enfant enfin nous, ça nous semblait quand même incroyable d'avoir un enfant quand on ne le désirait pas, quoi, tout simplement. Enfin, on était tellement dans l'idée qu'un enfant, ça doit se développer, tu vois? On avait fait la crèche parallèle et tout ça pour que les enfants soient bien. Nous, notre idée, c'était que les enfants soient choyés, soient dans un environnement agréable et donc pour nous, le choix d'avoir un enfant ou pas, c'était hyper important, qu'il y ait pas de maltraitance et de choses comme ça. Donc voilà, c'était un ensemble de choses qui nous importaient. Maintenant, tout ça, moi, j'ai beaucoup changé puisque je suis maintenant prof de yoga depuis, une dizaine d'années, en fait, j'ai commencé. J'ai fait ma formation de prof de yoga, puis ensuite 4 ans de prof de yoga, ensuite 3 ans et demi de yoga thérapie. Tout ça, ça m'a permis, d'accéder à d'autres façons de penser, d'autres façons d'agir. Aujourd'hui, ce qui m'embête beaucoup, c'est les hormones. Enfin, de prendre la pilule, je pense que ça nous a pas mal démolis. Déjà sur le plan, sexualité, le désir et tout ça, je pense qu'on n'est pas soi-même quand on prend la pilule. Tu estimes que tu as eu une perte de libido liée à la pilule et tu Non, t'en le contraire. ah! Une explosion de la libido grâce à la pilule? Ouais, ouais, la pilule, en fait enfin bon, aujourd'hui, je dirais que les hormones, en général, hein, qu'elles soient la pilule ou pour la ménopause et cetera, c'est comme si, quelqu'un prenait le commandement et que c'est pas soi-même. Maintenant que j'ai appris ça avec la yoga thérapie et cetera, je me sentais pas naturel, c'était pas naturel. Il y avait des désirs, trop exacerbés, il y avait des choses qui étaient pas vraiment naturelles. Enfin moi, je pense que les hormones, il faut vraiment, vraiment s'en méfier Et est-ce que et tu as arrêté à un moment pour voir la différence et vraiment juger oui. si c'était la pilule qui Ah oui, donnait oui, puisque ces effets-là? j'ai eu, le stérilet à un moment donné, j'ai arrêté la pilule pour le stérilet. Bon, il se trouve que j'ai eu une salpingite parce que voilà, la pilule, provoque beaucoup des candidats, j'avais des candidats albicans en permanence avec la pilule en plus, Et tu as mis combien de temps à te rendre compte que c'était lié à ça et qu'il fallait changer de traitement? c'était avec ma gynéco, hein, on en a parlé et puis, bon, j'ai mis le stérilet. Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? Alors j'avais, pas tout à fait la trentaine. Donc j'ai eu le stérilet, j'ai eu une salpingite avec un début de péritonite, ça a été quand même assez grave et puis après, évidemment, j'ai repris la pilule parce que je voulais pas avoir d'enfant, à ce moment-là. J'avais ma fille, qui était, et puis j'étais séparée de son père donc voilà et puis après quand j'ai rencontré, mon actuel, 2e mari, au départ, il voulait pas d'enfant. Quand il en a voulu, ma fille, a été très malade, enfin elle est décédée. Donc j'ai eu des enfants après. Au moment de la ménopause, ça a été assez difficile. Moi, j'ai pas eu de bouffées de chaleur, jamais. J'ai eu des bouffées de colère. 2 choses. Je pense que ma mère nous a jamais parlé de bouffées de chaleur et je pense qu'en yoga thérapie, notre,
prof de yoga thérapie qui était un médecin au départ, qui a fait de l'allopathie et qui est devenu yoga thérapeute, nous a toujours dit que, en fait, quand on parlait des règles douloureuses à ses enfants, qu'on montrait qu'on avait mal, etc., d'une certaine manière, ça agissait énormément sur les filles. Et sur la ménopause, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, si on commence à avoir des bouffées de chaleur, qu'on est dans le stress, etc., ça agit énormément sur ces filles. Il se trouve que, en tout cas, moi, ma mère nous a jamais parlé de ça. De toute façon, elle est morte assez jeune, donc on n'a pas eu le temps de. Elle est morte à 51 ans, donc voilà. Et moi, en tout cas, j'ai pas eu de bouffée de chaleur. Une ou deux de mes sœurs, pareil. Je pense que ça joue. Donc, sur les filles. Je sais que mes bouffées de colère, moi j'étais quelqu'un de toujours très gentil au travail. Oh ben on va mettre un tel dans le bureau de Claudine parce qu'elle est gentille, etc. Et à ce moment-là, comme j'avais des bouffées de colère, j'ai utilisé ça pour arrêter d'être gentille parce que j'en avais marre d'être la gentille. Et donc j'étais plus très gentille. Donc j'ai commencé à m'affirmer en tant que non. Ça, je veux pas, ça, je veux pas, etc. Et puis, il y a eu des problèmes de couple à ce moment-là. Tu décris ces bouffées de colère. Donc au début, elles te subjuguaient, tu savais pas les gérer. Et ensuite, tu les as utilisées, c'est ça que tu dis? Ouais, je les ai utilisés. Je savais pas les gérer, peut-être il y a eu effectivement des moments où j'ai eu du mal à les gérer. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé aussi, je me suis dit, comme ça n'allait pas, enfin il y avait aussi un problème de couple et tout ça, parce que le moment de la ménopause, c'est difficile, mais aussi, bon, à ce moment-là, mon mari avait aussi ses problèmes. Je voulais pacifier les choses. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a 2 chemins. J'avais autour de la cinquantaine. Je voyais des gens qui vivaient tranquillement en couple, je voyais des couples de 70 ans qui se tenaient la main, qui étaient tranquilles, et cetera. Et puis je voyais, bon, l'exemple de Tati Daniel, disons, quelqu'un qui devient aigri, qui en veut à la terre entière et tout ça. Et moi, je sentais que j'étais avec mes bouffées de colère et les problèmes de couple, j'avais peur de devenir ça. Je ne voulais pas de ça. Donc j'ai décidé que, d'abord, je n'accepterais plus certaines choses dans mon couple comme pour le reste. Donc j'ai fait un travail aussi thérapeutique à ce moment-là, un petit travail pendant 1 an et demi, qui m'a permis de voir des choses, notamment dans ma famille, ma famille d'origine, et cetera, qui m'a permis de recentrer les rails un petit peu vers plus de pacification. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire quelque chose comme du yoga, plus intensément et plus sérieusement, pour aller de plus en plus vers la pacification. Je pense qu'à partir du moment où on veut la paix, on devient beaucoup plus pacifié et beaucoup plus pacificateur. Et je me suis affirmée, je sais qu'une de mes sœurs me disait: «Oui, mais avant tu étais beaucoup plus sympa». Je dis: «Oui, mais j'étais plus sympa, mais j'acceptais tout et moi ça me convenait pas». Donc aujourd'hui, je n'accepte pas tout et ça me convient beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux avec moi-même. J'ai pris ce chemin, après j'ai fait du yoga plus intensément. Quand je dis yoga, alors le yoga, ce n'est pas qu'une gymnastique, hein, loin de là. Le yoga comprend des respirations, des sons, mais surtout toute la philosophie du yoga qui est beaucoup plus importante encore que les postures. Et donc, à partir du moment où je suis rentrée là-dedans, j'ai été vers ce chemin. Ma petite thérapie m'a aidée à me connaître, moi-même. Enfin, j'avais déjà fait pas mal de travail puisque j'avais perdu une fille et ça a été très, très douloureux et ça a été très difficile et même ma psy m'avait dit: «Mais vous avez fait un travail toute seule énorme, énorme». Donc voilà, j'avais été vers ce travail-là et j'ai été beaucoup plus loin encore. Et le yoga permet justement dans une thérapie, on a beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions, on n'a pas toujours les réponses. Et je trouve que dans le yoga, avec les Yoga Sutras, donc, qui est la Qu'est-ce que c'est les Yoga philosophie. Sutras? Alors c'est un ensemble d'aphorismes, on appelle ça les Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali étant un sage, en gros. Et Patanjali aurait écrit ces Yoga Sutras pour amener la paix sur la terre, il y a 5000 ans. Et donc, il a écrit le Yoga Sutra pour la paix mentale des gens. Il a apporté l'Ayurveda pour la santé. Et il a apporté ce qu'on appelle la grammaire, qui est en fait le sanskrit pour pouvoir progresser dans la connaissance. Et donc, il a écrit, il y a 195 ou 196, selon les écoles, aphorismes. Ce sont des petits aphorismes très courts, mais qu'on a beaucoup commentés. Et dans ces aphorismes, c'est comment se comporter dans la vie, en fait. Mais c'est aussi très pratique, c'est-à-dire que c'est pas de la morale, ça va beaucoup plus loin. Quand on apprend tous ces aphorismes-là, pour moi, c'est hyper logique. Tout se tient. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le tour de tous ces aphorismes et qu'on les a travaillés, on a des réponses à ces questions.
Est-ce qu'on peut parler de ta vie intime aujourd'hui? Savoir exactement comment tu la vis? Ce Absolument. que ça représente? Voilà. La sexualité, la sensualité a toujours eu une part importante dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai toujours, ça a été difficile pendant un moment, mais depuis que j'ai accédé, je veux dire, à quelque chose de plus libre autour de ça, ben, pour moi, c'est Difficile important. pendant un moment, tu parles de quel moment? Bah, par l'éducation, ma mère me disait, «Les hommes, c'est tous des porcs, ils pensent qu'à une chose», et cetera, et cetera. Donc ça a été des moments de blocage, dans mon adolescence. Mais à partir du moment où j'ai commencé à accéder à ça avec quelqu'un de très doux et voilà, je me suis un peu libérée de ça. Pour moi, je pense que c'est important dans la relation qu'on a avec son conjoint ou autre. La sexualité a toujours sa part aujourd'hui, 74 ans, n'importe. C'est Enfin, je pense que ça fait partie des relations avec, son conjoint, d'être, dans la paix aussi, enfin. Alors évidemment, quand, en particulier les hommes qui vieillissent, enfin c'est pas toujours c'est évidemment, c'est pas la même chose. Je pense que les relations, évoluent beaucoup. De toute façon, je pense que l'important c'est d'aplanir de plus en plus, toutes les difficultés avec l'autre, y compris dans ce sens-là et de trouver chacun sa part, d'harmonie. Et pour toi, ça se passe comment ça alors? Ben, ça se passe bien. Mmh. Ça se passe bien. Je pense que bon, bah, quand il y a une baisse, de libido, chez l'homme, notamment par les médicaments, hein, parce que la plupart du temps, les médicaments, ça fait pas du bien. Quand il y a des problèmes, de cœur, par exemple, tout ce qui est, régulation, de cœur et tout ça, bon, c'est des choses qui affectent, la sexualité d'un homme. Bon, bah, on se débrouille autrement. On a des mains, on a une bouche, on a un corps, on a une peau, voilà, on essaye de faire, avec ce qu'on a et je pense que c'est important de pouvoir, être, bien avec ça. Est-ce que tu as constaté que ton mari avait connu une andropause? Est-ce que c'est quelque chose qui a un sens pour sa vie Oui, à je lui? je pense que quand il y a eu, notre problème de couple, mon mari est plus jeune que moi, donc moi, au moment de ma ménopause, je pense qu'il vivait aussi une andropause, je pense que ça a joué dans ses problèmes, de stress, intense, disons. Bon, il y a d'autres problèmes, dont je ne parlerai pas, mais qui sont dus à son enfance, mais donc je ne sais pas si c'était de l'anthropose, mais en tout cas, oui, et puis il a été très perturbé par le fait que mon odeur changeait aussi. Ton odeur a changé au moment de la Je pense que ménopause? tout le monde, je pense que les femmes changent d'odeur et je pense alors lui, il disait que mon odeur avait changé, mais je pense aussi qu'il était perturbé par le fait que je ne puisse plus procréer. Le fait que je ne puisse plus avoir d'enfants, il y avait quelque chose peut-être du vieillissement qui le perturbait, mais peut-être aussi, de choses beaucoup plus profondes, liées à l'abandon, et cetera, de sa propre vie. Donc c'est un peu particulier. On peut pas généraliser, hein, on est tous différents, on a Et tous sa propre toi, comment vie. tu as vécu ton changement d'odeur? Tu t'en es aperçu ou Non, pas? non, moi je m'en suis pas aperçue. Mais je pense qu'après c'est revenu, enfin je pense pas que c'était un moment, je pense que c'était un moment. Est-ce que c'était réel ou est-ce que c'était imaginaire? Je n'en sais rien. C'est difficile de dire, Est-ce que tu as eu un mais changement du goût? non. Moi, j'ai rien senti de tout ça. J'ai jamais eu de changement de goût, je sais que chez certaines personnes, il y a des changements de goût, par moment, mais moi non, j'ai jamais senti ça. Même avec le covid que j'ai eu, j'ai eu une fois le covid, Aujourd'hui, tu as les cheveux bruns, oui. donc tu les teins, je Alors suppose? je me teins les cheveux. Comme mon mari effectivement est plus jeune que moi, à un moment donné, je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu penses si je laisse les cheveux, blancs?» Je pense qu'ils sont blancs, au-dessus, pas derrière encore, mais et il m'a dit: «Bah, je sais pas si je suis prêt». Alors je lui ai dit: «Bon, bah, écoute, je l'éteindrai» et je me suis dit que tant que de toute façon j'avais une activité, genre professeur de yoga et tout ça, j'avais envie d'être, le plus agréable à regarder possible. Je dis pas que les cheveux blancs c'est moche, mais moi enfin bon, je me voyais pas avec les cheveux blancs donc j'étais brune, j'essaye de retrouver la couleur que j'avais, d'origine, le plus proche possible. Donc toi, tu t'es construit, avec des modèles masculins? Oui, alors c'est un mélange. C'est-à-dire qu'en fait, comme bon, moi je voulais être, comédienne, et écrire. J'osais pas dire écrivain parce que ça se faisait pas. Enfin, je me voyais pas dire: «Je vais être écrivain». J'étais trop timide et trop dans mon c'est vrai que j'ai toujours écrit depuis toute petite et ça a toujours été très important pour moi et je voulais être comédienne et tout ça, mais je me enfin, c'est vrai que dans le fait d'écrire, je me suis toujours identifiée aussi aux hommes.
Alors j'étais un peu garçon manqué. C'était quoi tes modèles d'écrivains? Il y a eu le Clésio qui a été, quelqu'un d'important, à un moment donné. Mes premières grandes lectures, c'était Stendhal et Balzac. Ça m'a énormément appris sur la nature humaine. Bah, j'avais 10-12 ans, hein, quand je lisais Balzac, Stendhal, Mérimée, tout ça à 10-12 ans. En fait, je lisais tout ce que je trouvais. Chez mes parents, bon, mon frère avait eu un prix, bah, comme on est arrivé d'Égypte, on n'avait pas de bouquins, bon, puis mes parents lisaient pas spécialement et mon frère avait eu un prix, c'était Le Rouge et le Noir, bah, je l'ai lu, je lisais tout ce qui me passait sous les mains et puis il y avait une bibliothèque, où il y avait très peu de livres au départ, puis petit à petit ça s'est étoffé, je lisais tout ce qui passait et puis je faisais du babysitting. À l'âge de 12 ans, je faisais du babysitting, j'ai gardé des enfants chez des gens et je lisais tout ce qu'il y avait dans les bibliothèques et voilà, ça a toujours été très, très important donc je me suis construite un petit peu avec le 19e siècle en gros et ça m'a énormément appris sur la nature humaine et la nature française notamment et puis après j'ai lu de tout, de tout, de tout. Toi, tu as écrit? J'ai pas mal écrit, ouais, j'ai toujours écrit, j'ai toujours beaucoup de choses chez moi d'ailleurs. J'ai même, présenté à un moment donné, j'avais écrit 6 nouvelles que j'ai présentées à des je voulais que les grands éditeurs. Je les avais envoyées, j'avais eu des encouragements, ce qui paraît-il est très rare quand même. Avec ces nouvelles, j'en ai fait un roman, mais c'était en fait moins bien. J'ai essayé de faire un roman, je me suis dit: «C'est peut-être plus facile» et tout ça, de passer et puis j'ai renvoyé et puis bon, enfin voilà et puis après il y a eu le yoga. Et puis j'ai arrêté un peu entre-temps, j'ai été bénévole pendant 8 ans aussi, donc enfin voilà, comme je travaillais, j'avais les enfants, ça faisait beaucoup de choses. Donc j'étais bénévole, j'ai un peu moins écrit et après, avec le yoga, j'avais beaucoup moins besoin d'écrire. Ça a été toute ma créativité, toute mon voilà, c'est reversé vers le yoga, disons. Maintenant, j'essaie d'écrire une autobiographie plus pour mes enfants. J'ai commencé, je continue. Et donc, oui, les auteurs, hommes, parce que j'aimais moins les auteurs féminins jusqu'à Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, ça j'ai adoré aussi. Enfin bon, il y a pas mal d'auteurs, hein, j'ai beaucoup, beaucoup d'auteurs, que je lis et que j'aime beaucoup. Je pense que l'important alors ça aussi je vais peut-être, le dire à la manière yoga, l'important c'est d'accepter son côté masculin comme son côté féminin et je pense qu'on est en paix quand on accepte ces 2 là, ces 2 côtés-là. En yoga, on dit, hein, ça, c'est le soleil et la lune, le soleil représentant le masculin, la lune le féminin et que quand on allie tout ça, quand on allie les 2, ben, on est beaucoup mieux, dans sa vie, quoi. Ça représente quoi pour toi, cette partie féminine de toi et cette partie masculine? Il y a des choses, par exemple, effectivement, on parlait de la «beauté» entre guillemets. Par exemple, j'ai toujours trouvé ça étrange qu'une femme doive s'épiler. Alors les féministes, à une époque, s'épilaient pas. Maintenant, ça revient un petit peu, il y a des filles qui refusent de s'épiler complètement et tout. C'est toujours pareil, bon, il y a un équilibre, disons, c'est vrai que quand je vois des filles, qui ont des poils, très, très bizarres et qui assument ce truc-là, pourquoi pas? Elles font ce qu'elles veulent. Mais bon, moi, enfin, je veux dire, je me serais épilé certains endroits, mais par contre, par exemple, sous les bras ou quoi, j'ai jamais compris qu'on puisse s'épiler, je vois pas pourquoi. Pourquoi les femmes devraient à tout prix s'épiler? Et maintenant, de plus en plus, les hommes aussi. Je trouve que les poils chez un homme, pour moi, ça fait partie de l'érotisme aussi, hein. Je trouve ça sensuel, l'odeur d'un homme avec ses poils, avec sa transpiration, évidemment. Bon, pas exagérer, mais après tout ça, ça fait partie, mais même les odeurs des femmes, hein. On sait très bien que quand on danse, par exemple, on a des phéromones qui se dégagent et tout ça. Si on commence à se mettre, des déodorants et à rien sentir, bah, je vois pas comment l'autre peut être attiré, quoi. Enfin, on est des animaux un petit peu quand même, hein et je pense que les odeurs font partie de la sensualité, de la sexualité, c'est important aussi d'accepter ça. Je pense que plus on est naturel, plus les choses sont belles et acceptables. Alors la nature évidemment, la nature après il faut on se lave aussi, hein, je veux dire on se lave aussi parce qu'on enlève, ces toxines, on est dans un air, pollué. Moi je sais qu'à la campagne, j'ai beaucoup moins besoin de me laver parce que j'ai beaucoup moins l'impression d'être sale. La peau est beaucoup moins sale parce que l'air, de dehors, de la campagne, ça va. Alors qu'en ville, on a toute la pollution des voitures, des machins, des trucs. Quand on se nettoie la peau le soir, elle est sale, elle est vraiment sale. La peau est sale. Tu d'y passer combien de temps par an à la campagne versus à Paris? Depuis que j'ai de nouveau une maison de campagne, j'y passe toutes les vacances, scolaires en gros, parce que je donne des cours, de yoga, hors vacances, enfin tout ce qui est hors vacances scolaires à Paris et puis je passe,
autant de temps que je peux à la campagne, avec mon potager, mes petites plantes, les petites fleurs. Il y a des oiseaux, c'est une merveille d'entendre les oiseaux chanter. Quand il y a eu mai 68, je me rappelle que j'étais pas d'accord forcément avec tous ces slogans et tout ça, mais je disais, il y a deux choses importantes. Le temps, avoir du temps, et les arbres, la nature. Je pense que je n'ai jamais changé d'avis. Je pense qu'avoir du temps pour soi, pour se poser, pour faire le point aussi par rapport à soi-même régulièrement, c'est très important. Maintenant, c'est mon tapis de yoga, hein, c'est un peu mon espace et mon temps, un peu comme le tapis volant sur lequel on est complètement ailleurs et bien, en même temps bien avec soi-même. Et les arbres, je pense que la nature, on ne peut pas s'en passer. Je pense qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que les chants d'oiseaux, ça représente pour tout le monde un monde merveilleux. Si on n'a plus d'oiseaux, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Et si on n'a plus de nature, si on abîme la nature, si on continue à l'abîmer, on n'aura plus d'oiseaux, on n'aura plus d'animaux, on n'aura plus rien. Tu as besoin de nature. C'est très important pour moi, c'est très important pour tout le monde et je crois qu'on s'en rend pas compte. Le jour où les gens s'en rendront compte, ce sera peut-être trop tard. Moi, je ne jette jamais rien, je donne tout, tout se transforme. J'essaye de même dans mon environnement de récupérer au maximum des objets plutôt que d'en acheter, de pas acheter trop de vêtements, voilà, de tout donner en tout cas pour que ça se recycle, etc. Tous les gestes sont importants pour moi, pas que pour moi. Tous les gestes sont importants et on ne se rend pas compte à quel point pour nos enfants, nos petits-enfants. Moi, je ne sais pas si j'aurai des petits-enfants, mes enfants ne veulent pas faire d'enfants parce qu'ils disent que là, justement, le monde va mal. Mais quand je dis nos petits-enfants, c'est pas forcément les miens, c'est les générations futures, Ils quoi. ont quel âge tes fils? 37 et 35. Ils font pas d'enfants parce qu'ils n'ont pas trouvé de femme ou enfin, Non, 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 ils veulent pas d'enfants a ils priori sont en parce couple ou pas tes enfants? alors il y en a un qui n'est pas en couple actuellement, l'autre est en couple. Ils veulent pas d'enfants parce qu'ils trouvent que, ben, ils savent pas comment faire il y a plus d'eau, parce il y aura un problème d'eau, hein, un jour, ou l'autre. Les eaux sont trop polluées, il y a pas assez d'eau, il pleut pas assez, enfin, tout ça, ça se tient et donc l'histoire de l'eau, il y aura la guerre de l'eau, hein. On sait très bien qu'il y a déjà énormément de pays où les gens peuvent plus vivre sur leur terre. C'est pour ça qu'il y a énormément d'immigration, des pays d'Afrique, les uns sur les autres pour l'instant. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi dans les endroits où c'est encore vivable. Mais à un moment donné, comme on est très nombreux sur la Terre, eh ben, les gens ils iront dans les endroits qui sont habitables. Comment tu vis le fait que tes fils te disent qu'ils veulent pas d'enfants? Je les comprends. Je suis triste, mais je les comprends. Parce que c'est eux qui en ont la responsabilité. Je sais qu'à un moment donné, il y en a quand un de mes fils a dit je veux pas d'enfant, ma sœur lui a dit mais comment tu te rends compte, c'est important. Je dis attends, attends, attends. Et puis t'as pas ta mère. Je dis non, 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 ta mère. Moi, je respecte leur volonté. S'ils font des enfants, ce sont leurs enfants, c'est eux qui vont les élever. Et s'ils sont pas d'accord avec le mode de vie qu'on nous impose, bah, je comprends qu'ils aient pas envie d'avoir d'enfants. Après, c'est à eux de voir. Moi, je serais ravie qu'ils en aient, parce que c'est la vie, mais je comprends, je comprends. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de monde sur la terre aussi, hein. Alors bon, après, on peut dire, mais oui, mais il vaut mieux que ce soit des gens comme mes enfants qui sont très respectueux de la nature et tout ça, qui fassent des enfants et les élever dans ce sens-là. Mais voilà. Ouais, Tu en as parlé avec ta belle-fille? Qui peut-être pas ta belle-fille, mais oui, elle sait pas. Elle sait pas, elle dit de toute façon, elle a 30 ans et elle dit, de toute façon, peut-être que l'horloge biologique fera qu'à un moment donné, j'aurai envie d'enfant. J'en sais rien. Pour l'instant, elle en veut pas, mais elle sait pas. Donc bon, après, c'est ce qui peut bouger, je pense. C'est que les «belles filles» entre guillemets, disent, «Attends, c'est ça ou rien ou je m'en vais parce que j'ai envie d'un enfant». C'est souvent les filles, les femmes qui ont à un moment donné, l'envie, pressante disons. Pas toujours, hein, ça peut être l'homme, mais ça peut être la femme aussi. Donc il faut voir. et leur papa, il le prend comme toi? Oui. Papa est beaucoup moins, il a pas la même conscience des choses que mes enfants et moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire à la personne que tu étais quand tu es devenue prof de yoga? Bah, je pense que j'ai raccroché avec, mon enfance. Enfin, je pense que enfant, j'étais quelqu'un de très gai, de joyeux, qui rigolait beaucoup, qui faisait rigoler les autres. Il y a eu une période de ma vie, peut-être avec, l'exil, avec, mon adolescence, qui a été difficile et tout ça, jusqu'à peut-être mes 30 ans, quelque chose comme ça, un peu plus et j'ai raccroché avec ce que j'étais.
je pense, enfant. J'ai essayé de retrouver cette joie de vivre et puis progressivement avec le yoga, ça m'a aidé bien sûr. Ce que je refuse en tout cas, c'est qu'on dise, on vieillit donc on devient, complètement cassé, grincheux et cetera. Non, ça je le refuse. Bien sûr que c'est pas facile de vieillir, qu'il y a des choses qu'on sent dans son corps qui sont pas la même chose, mais je pense qu'on peut tout positiver et tout apporter vers le mieux. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ben, avoir moins de désirs sexuels, par exemple, ou sensuels, eh ben, ça peut apaiser aussi. On peut être beaucoup plus tranquille. On peut s'occuper d'autre chose, de philosophie, on peut plus. Enfin, moi, je pense que pendant des années et des années, enfin, la sensualité, la sexualité, ça me prenait la tête, quoi. Et du coup, ben, on a une autre façon de voir les choses, voilà, on développe d'autres choses. Et je pense qu'on peut toujours, toujours, toujours développer d'autres choses et que j'espère que jusqu'à 100 ans, j'aurai cette, envie si je vis jusque-là, peu importe, hein, ça m'est égal de mourir, mais ce que je veux, c'est vivre en bonne santé. C'est pas vivre à tout prix, c'est vivre en bonne santé, en harmonie. Je pense que c'est le plus important. Je te remercie beaucoup, Chloé. C'est un super témoignage que tu as livré. Je t'en prie. Je suis très impressionnée de ton parcours de vie, des engagements que tu as eus quand tu étais jeune. J'adorerais avoir vécu ça moi aussi. Et aussi ce que t'apporte le yoga, la façon dont tu l'as embrassé. Je pense que c'est un très bon exemple Mmh. de ce que ça peut apporter. Et quand je vois comment ça te réussit, toi, je me dis qu'effectivement, il faut mettre du yoga dans sa vie. Ça fait Absolument. beaucoup de bien. Merci. Merci, Chloé. Je t'en prie. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est mon espace caché pour penser au calme. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Et puis aussi, j'adorerais que vous veniez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se parle sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est comme vous préférez. J'ai hâte de vous entendre. À très vite.